Original Story. Bonjour Bernard, Bonjour Claudia. enchantée. Claudia Vasquez de Original Story. Je suis fondatrice de cette agence de marketing hybride puisque nous sommes spécialisés dans le secteur agroalimentaire et alimentaire et des ingrédients depuis l'Espagne, depuis Barcelone, vers le monde entier. Et je suis aussi journaliste pigiste dans ces mêmes secteurs. Et j'ai l'honneur d'avoir avec nous ici, Bernard Boutboul, qui est le président et le fondateur de Gira Conseil. Bonsoir Bernard. Bonsoir Claudia, bonsoir à tous. Eh bien, merci pour ta disponibilité. Bernard, tu es à Paris, en France, et tu as créé, il y a plus de 30 ans, ton propre cabinet de conseil sur le secteur de la restauration. Déjà, faire un petit aperçu sur cette expertise que vous avez du CIAL Paris. C'est un assemblage de différents pays, donc c'est vraiment un aperçu sur les tendances alimentaires. C'est bien ça, Bernard? Tout à fait, les tendances alimentaires dans le monde, exact. Et une des tendances que j'ai remarquées, c'est que les familles qui sont restées à la maison pendant ce Covid en confiné, elles ont été très saines, elles ont pris des mesures très saines pour leur propre choix d'ingrédients, mais à la fois, et paradoxalement, quand elles allaient au restaurant, eh bien, elles se relâchaient. Et c'est comme on a parlé auparavant avec Bernard, on parlait en France d'une schizophrénie alimentaire. Parle-nous en plus, s'il te plaît. Alors, on ne l'a pas remarqué qu'en France, on l'a remarqué dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que nous avons affaire à un paradoxe très profond de notre alimentation. Je m'explique, les consommateurs dans le monde entier ont tous pris conscience que l'alimentation avait un rapport avec notre santé, que notre santé était en lien direct avec notre alimentation. Tout le monde en est à peu près conscient. Maintenant, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que ce que nous faisons à la maison n'a rien à voir avec ce qu'on fait en hors domicile. En hors domicile, on cherche du plaisir, du partage, de la convivialité, du goût, et ça repose de plus en plus souvent, d'ailleurs, ça augmente sur tout ce qui est gras et sucré. Alors ça, les médecins et les nutritionnistes s'inquiètent beaucoup parce qu'on a des courbes de surpoids et d'obésité qui grimpent un peu vite dans le monde entier à ce niveau-là. Et ce qui est très intéressant et paradoxal, je le disais, c'est que lorsqu'on est à la maison, et la grande distribution nous le confirme un peu partout dans le monde, le bio, le sans gluten, le sans lactose, tous les produits qui font du bien à notre corps, qui font du bien à notre santé, marchent très très fort, mais pour la maison. Ce qui veut dire que nous, on a appelé ça une double vie alimentaire. Certains journalistes ont dit que c'est une schizophrénie alimentaire. Et effectivement, nous en sommes aujourd'hui arrivés là. Et tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'on est en hors domicile, lorsque l'habitant de cette planète va au restaurant, que ce soit dans la restauration rapide ou dans le service à table, il veut se faire plaisir. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de healthy gourmand. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse recherche qui est en train d'être faite pour faire du healthy gourmand. Et le gourmand, c'est le goût. Et comment faire du healthy qui n'est pas triste? Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ont compris, je le répète, qu'il y a un lien entre leur alimentation et la santé, mais ils ne veulent pas de healthy punition. Je rajouterais juste, Claudia, quelque chose d'important. La conséquence de tout ce qu'on vient de dire là, c'est que les industriels de l'agroalimentaire, les fabricants et les artisans sont maintenant obligés d'avoir 2 lignes de production pour le même produit, évidemment. Faisons le lien avec justement cette alternative dont nous parlions, avec le lien avec le Covid, puisque tu as cette expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la restauration. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Bien sûr, tu en as vu, on voit tous qu'il y a le click and collect. Tu as très bien partagé sur des vidéos différentes tendances de click and collect, faire la commande au restaurant par téléphone ou à travers l'application et après le retirer au restaurant. Est-ce que tu pourrais nous citer d'autres initiatives qui pourraient inspirer nos spectateurs? Alors, évidemment, la livraison et le click and collect, c'est vraiment le réflexe le plus courant partout sur la planète quand les restaurants sont fermés et quand les gens sont confinés. C'est normal. Mais il y a d'autres possibilités aujourd'hui de développer du chiffre d'affaires avec un restaurant fermé. J'en citerai quelques-uns. Les hôtels, qui ne sont pas des entreprises plutôt tournées vers la restauration, mais plutôt vers l'hébergement, en post-Covid, on n'est pas vraiment en post-Covid, mais je dirais en alternative au Covid, ils sont en train de se poser beaucoup de questions sur la
restauration, vont-ils continuer à faire de la restauration? Et beaucoup d'entre eux n'ont plus envie de continuer à faire de la restauration. Pourquoi les restaurants ne proposeraient pas de rendre service aux hôtels pour s'occuper de leur petit déjeuner, de leur déjeuner et de leur dîner et du room service? Autrement dit, mettre des plats à leur disposition dans les hôtels pour qu'eux puissent rendre service aux gens qui dorment dans les hôtels. On a fait en France, je ne sais pas si dans le monde entier ils ont fait la même opération. Burger King International a eu une idée que je trouve fantastique, qui est de dire pendant que nos restaurants sont fermés, le Whopper vous manque. Eh bien, nous avons une idée à vous proposer. Eh bien, c'est qu'on va faire en sorte que le Whopper, vous allez pouvoir le faire chez vous. Et on va se faire avec du retail et avec une plateforme de livraison. On va vous livrer chez vous de quoi faire le Whopper et on va vous expliquer comment le faire. Et là, je trouve ça que c'est une idée très intéressante. Et quand on a vu ça de la part de Burger King, eh ben, on a dupliqué ça avec les étoilés Michelin. Les étoilés Michelin qui aujourd'hui proposent de se faire un super repas à la maison avec des producteurs, avec des meilleurs ouvriers, avec des fromagers, des agriculteurs, des éleveurs, et se regrouper pour livrer les consommateurs chez eux pour qu'ils puissent faire un repas avec évidemment moins de facilité que le repas gastronomique à la maison. On a vu également, on a fait faire aussi à des étoilés Michelin du drive, alors qu'ils n'ont pas de drive. Alors c'est très choquant d'entendre du drive de la part d'un étoilé Michelin, mais pourquoi ne pas se garer devant le restaurant? On me charge le coffre avec un packaging de très très haut niveau, avec des petites fiches qui expliquent que la sauce se réchauffe à tel moment et qu'on la met à tel moment sur des légumes qui ont été dressés dans l'assiette comme ça, voire même des conseils sur les arts de la table, parce que si on se fait un repas étoilé Michelin ce soir à la maison, autant qu'il y ait tout le cérémonial qui aille avec. Il y a aussi d'autres idées comme les dark kitchen internes. Alors, la dark kitchen, on sait ce que c'est, mais une dark kitchen interne, c'est quoi? C'est vous avez un restaurant, créez une marque virtuelle qui n'existe pas, enfin qui existe, elle est virtuelle, dans laquelle le consommateur ne pourra pas venir puisque c'est une marque virtuelle qui est uniquement dédiée à la livraison. Et à quoi ça sert une dark kitchen interne? C'est faire plus de chiffre d'affaires en optimisant mon outil de travail. Et ça, je trouve que c'est une idée très intéressante. Une avant-dernière petite idée, pourquoi ne pas proposer ces plats, ces entrées, ces desserts à la grande distribution, au retail, qui aujourd'hui ouvre les portes aux restaurateurs en disant amenez-moi vos plats, amenez-moi vos entrées, amenez-moi vos desserts, je les revends dans mon retail. Et puis, ce qu'on a mis également en place et qui fonctionne très très fort, c'est que les restaurateurs devraient proposer également leur service à la ville. Pourquoi faire à la ville? Eh bien, pour aider les personnes âgées à se nourrir, pour aider les maisons de retraite qui ont des problèmes aussi pour faire leur restauration, et puis pour aider aussi les personnes âgées qu'on a isolées. Vous savez très bien que dans le monde entier, on a isolé des gens qui ont le Covid, et ces gens-là, il faut bien qu'ils mangent. Donc les restaurateurs peuvent aujourd'hui développer une source de chiffre d'affaires qui est vraiment très, très importante, bien au-delà, bien sûr, de la livraison et du click and collect. L'anecdote, c'est que comme dans tous les business, il faut toujours maintenir cette ouverture d'esprit et ne pas se bloquer, avoir son orgueil en fait. C'est son orgueil tout simplement. Tout à fait. Et ce que tu dis est très très juste parce que quand la première fois j'ai proposé un 2 étoiles au guide Michelin, autrement dit c'est le très très haut niveau dans la restauration de faire du drive, je t'assure qu'il y a eu un blanc dans la visio. Il m'a dit je comprends pas, je m'appelle pas McDonald's, et je lui ai dit mais pourquoi on ne ferait pas du drive quand on est un étoilé Michelin? Voilà, il faut qu'on sorte un peu de nos préjugés et de ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est tellement inspirant lorsqu'on a l'opportunité de pouvoir partager ces conseils qui sont simples, mais c'est une créativité qui peut être, bien sûr, comme on parlait avant cette interview, Bernard, tu me disais, oui, mais Claudia, il faut se rappeler qu'il y a différentes tendances dans le monde et qu'on ne veut pas faire du copier-coller partout. Absolument. Et je rajouterais quand même par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que la restauration a un avantage énorme par rapport à tous les petits commerces qui sont très touchés dans le monde entier. Je pense à la librairie, aux magasins d'optique, aux magasins de chaussures, voilà, qui eux sont concurrencés de manière extraordinaire par Amazon.
La restauration, Amazon ne peut rien contre elle. Au contraire, la restauration a plein d'autres sources de chiffre d'affaires. Et au contraire, la restauration a aujourd'hui des plateformes de livraison qui sont plutôt des gens qui aident la restauration plutôt que des gens qui combattent la restauration et qui prennent des parts de marché de la restauration. Donc, la restauration est mieux placée pour s'en sortir que les autres commerces face à cette pandémie. Par rapport aux producteurs et fournisseurs qui sont orientés vers le secteur de la restauration, quels seraient les conseils à leur partager? Alors, les conseils que je leur donnerais, c'est d'abord de se tourner au plus près possible du changement radical de comportement alimentaire des consommateurs. Ils ont beaucoup changé, non pas à cause de la période Covid, qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais ils étaient en train de changer depuis déjà quelques années, bien avant le Covid. On a affaire, on l'a dit tout à l'heure, à des consommateurs qui veulent se faire plaisir, à des consommateurs qui prennent de moins en moins de temps quand ils restent à table. On a affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus à la recherche de resaisonnalisation de ce qu'on leur met dans leurs assiettes. On a des consommateurs qui se plaignent beaucoup qu'on leur met des tomates toute l'année, alors qu'il y a une saison de la tomate. On se plaint et également d'avoir des fraises en plein mois de décembre. Et pourquoi le consommateur se plaint? C'est parce qu'il est à la recherche du goût. Et il sait très bien que le goût est complètement à côté des fraises au mois de décembre ou des tomates toute l'année. Donc, le consommateur veut retrouver du goût et il a compris que le goût reviendra grâce à la saison. On a aussi affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus à la recherche dans un restaurant de partage. Ça veut dire quoi de partage? Ça veut dire qu'au lieu de se prendre au lieu de ne pas prendre plutôt une entrée chacun, eh ben on a envie de se prendre une entrée à partager. Et ça, pour les fournisseurs, c'est très nouveau parce que ça veut dire qu'il faut qu'on crée des produits de partage. Il faut qu'on crée des gammes de partage. On a affaire à des consommateurs aujourd'hui qui veulent aujourd'hui, par exemple, ça existe dans de plus en plus de pays, ce qu'on appelle le café gourmand. Café gourmand, c'est quoi? C'est au lieu de prendre un dessert, je prends un café ou un thé avec 3 ou 4 petites pâtisseries, 3 ou 4 mini-pâtisseries. Pourquoi les gens sont intéressés par ça? Parce que ça leur permet de goûter plusieurs pâtisseries en mini-portions, mais surtout, ça leur permet également de les partager. Et je terminerai aussi par autre chose qui est très important aujourd'hui pour le consommateur, c'est que de plus en plus de consommateurs, je me demande si ce n'est pas une majorité maintenant, veulent aujourd'hui aller quelque part pour se nourrir en ayant du sens. Je m'explique, ils ne veulent plus aller dans un restaurant sans raison. Le sens, c'est il fait du bio, il protège les agriculteurs de sa région, il combat enfin, il est plutôt pour le bien-être animal, il est plutôt sur du bio, il est plutôt sur des circuits courts. Bref, il faut qu'il y ait du sens. Le consommateur recherche de plus en plus de sens dans ce qu'il mange. Et ça, c'est les fournisseurs qui vont nous le donner, ce n'est pas les restaurateurs. Les restaurateurs sont très en attente que les fournisseurs leur envoient des produits qui ont du sens. Merci, merci Bernard pour avoir fait le tour de façon très résumée, façon rapide sur les différentes expériences. Nous avons ici un commentaire de Miguel qui habite ici à Barcelone, qui commentait que ce sont des exemples qui peuvent être appliqués à la situation actuelle sur d'autres secteurs, sur d'autres différents marchés locaux. Absolument. Mais si tu veux, je peux synthétiser tout ce qu'on a dit dans quelque chose de très très simple. Oui. Nous, on nous pose souvent la question à la suite de ce qu'on a fait pour le CIAL, c'est alors ok, tout ce que vous dites est intéressant, mais quelle va être l'alimentation de demain? C'est ça qui est intéressant en fait. Et l'alimentation de demain, elle va reposer sur un triptyque qui est le suivant. Un, on va être beaucoup plus local en approvisionnement que circuit court. Alors, le distinguo que je fais entre les deux, c'est que le circuit court, c'est la désintermédiation. Ça veut dire que je peux être en circuit court en faisant venir des ananas de la Martinique. Le bilan carbone va être catastrophique. Et ça, le consommateur, il n'est pas très intéressé par ça. Le consommateur est beaucoup plus intéressé par le local, par consommer local, par aider les artisans, les agriculteurs, les éleveurs de sa région. Donc, premier pilier, le local. Deuxième pilier,
la personnalisation. Le consommateur veut aujourd'hui avoir accès à la customisation de ce qu'il mange. Comme je veux pouvoir intervenir sur la finition de mes plats, je veux presque du sur-mesure pour moi, quand j'en ai envie. Personnalisation. Et le troisième élément du triptyque, c'est la santé, qui, on l'a dit tout à l'heure, il y a un paradoxe énorme entre ce que je fais à la maison et ce que je fais hors domicile, mais ceci va se réguler et va aller vers la santé partout. Et il va falloir qu'on tienne compte d'une énorme vague des sans gluten, sans lactose, sans alcool, sans sucre, sans sel, sans nitrite. On est vraiment sur un démarrage très important depuis quelques années, mais qui s'accélère de plus en plus, de la vague du sang. Et si je reprends mon triptyque local, customisation et santé, tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Au plaisir, encore une fois, le plaisir gourmand, le plaisir de partager et surtout le plaisir d'avoir du sens dans ce que je mange. Merci encore Bernard pour cet espace multilingue que j'espère inspirera beaucoup de restaurateurs, de producteurs, de fournisseurs de toute la chaîne. J'espère bien. Merci Claudia, merci à vous tous. C'est très très intéressant et il faut qu'on réfléchisse comme ça collectivement à l'avenir. Et santé, et santé. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Original Story.